نرحب بكم من جديد. ندعو الحضور لدخول القاعة لبدء الجلسة التالية. Welcome back, ladies and gentlemen. We will now begin the fourth session titled Eco-Innovations for a Sustainable Future. الجلسة الرابعة تحت عنوان الابتكارات البيئية في خدمة المستقبل. Donc nous allons commencer notre quatrième session. Avec nous, il y aura professeur Hosni Ghedira, professeur pratique à l'université de Mohammed Ben Zayed pour l'intelligence artificielle. Et donc on aura Monsieur Dr Patrick Paul Walsh, vice-président et directeur de l'Académie des ODD, et Katharina Hasbani, fondatrice du groupe Inrupt. Et également Baharash Bagarian, PDG de URB. Donc la modératrice sera Naufar Ramoul. Senior TV presenter at Dubai Media Incorporated. Please welcome on stage. Donc la séance aura pour titre l'éco-innovation pour un avenir durable. Hi, good afternoon. Bonjour, salut, mesdames et messieurs. Je sais que c'est après le déjeuner. Et peut-être votre énergie est basse, mais donc je vais donner la décision à l'IA d'améliorer notre énergie. Nous avons les composantes pour cela. Bonjour, nous sommes ici pour discuter un sujet très excitant, comment l'innovation peut pousser vers un futur durable. Et donc les défis sont énormes, les changements climatiques, les ressources et également. Avec ces défis, il y a bien sûr des défis, nous avons des avantages, nous avons des outils pour l'environnement et la création de sites, villes plus intelligentes. Et nous sommes en train de créer un meilleur monde. Donc on est là pour explorer quelles sont les possibilités pour comment on peut travailler ensemble à travers différents secteurs dans l'industrie pour apporter un réel changement. Donc je souhaite la bienvenue à nos panélistes. Je voudrais donc commencer par vous, Madame Katharina Hasbani. Je voudrais parler de la situation actuelle. Donc, la durabilité, on avance vers un meilleur monde ou un meilleur futur, avenir durable. Mais quels sont les défis? Quel est l'état maintenant de l'éco-innovation au niveau mondial? Le monde a des défis sur différents fronts. Il y a 6 frontières qui sont été passées. Ces limites représentent notre habilité en tant que monde de continuer de façon durable dans le futur. Donc ça inclut des choses comme le changement climatique, mais également le bien-être
notre habilité aussi de continuer à produire ce dont on a besoin pour notre survie. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de technologies pour faire face à ces défis. Mes collègues panélistes vont mentionner d'autres. Nous avons des sources d'énergie verte, de nouveaux matériels, donc des choses mécaniques, mais nous manquons la façon comment on peut apporter tout cela ensemble et le mettre en pratique. Pour vous donner une idée, quand on parle de changement climatique, donc, et aussi on parle de net zéro, pour arriver à ce but, il faudrait investir 3 trillions de dollars qui a commencé en 2015. C'est pour faire face, pour arriver à zéro énergie. Donc les fonds au niveau des finances, 3 trillions pour aller pour résoudre le problème du changement climatique net zéro jusqu'en 2050. Professeur Hosni Gadira est arrivé de Bakou en Azerbaïdjan. Vous étiez là-bas à COP 29. Donc avant d'arriver dans le AI et la durabilité et l'innovation, est-ce qu'on est sur le bon chemin pour avoir zéro net en 2050? Je pense. Donc, le sujet de Bakou, c'était sur les finances. Et d'avoir plus d'engagement du pays développé, de soutenir les autres pays, plus pauvres, pour la décarbonisation. Donc, les discussions étaient très chaudes. Donc, ils ont commencé hier pour la deuxième semaine de COP29. J'espère qu'il y aura des progrès. Bien sûr, on ne peut pas faire de progrès en une seule COP. Il faudrait continuer les engagements, et la culture de COP est défiante. Je suis optimiste. On a encore du temps pour arriver à un consensus. Donc, je voudrais savoir là les défis sur l'environnement d'aujourd'hui. Comment on voit le rôle du IA pour faire face à toutes les questions sur le changement climatique et la durabilité? Nous avons commencé à avoir plus de concentration, comment l'IA peut contribuer Donc, avec l'héritage de COP28 à Dubaï, où on devait bien sûr jouer un rôle plus proactif au niveau du changement climatique. L'université Mohammed Ben Zayed pour l'intelligence artificielle, on a ce but de développer ce cluster. Nous sommes concentrés sur comment IA peut contribuer à la transition énergétique et la décarbonisation et de réduire le changement climatique. Quand on parle de mitiguer, mitiguer, ça veut dire qu'on a à traiter d'énormes données. Donc, je reviens vers le contrôle des données. Comment AI peut aider l'intelligence humaine à contrôler ce montant énorme de ces données. Monsieur Mahraj, donc on a un progrès rapide en urbanisation et aussi la crise du changement climatique en même temps. Comment vous voyez donc le progrès ou l'avancement d'urbanisme? On peut regarder sur les
nouveaux développements, les nouvelles villes qui arrivent ou les villes qui existent déjà qui évoluent à travers des décennies. Donc on est toujours en développement. Donc il y a toujours un manque de maisons. Quand il s'agit de nouveaux développements, il y a encore un écart si on parle de modèle durable. Nous sommes encore de voir la durabilité comme quelque chose que vous a rajouté. Il faudrait comment créer une ville et ensuite penser à l'eau, à l'électricité. Mais les besoins principaux doivent être pris en compte dès le début. C'est-à-dire cela. Il y a beaucoup de chemin à faire. Donc on a bien sûr des modèles, même s'il y a des évidences sur les recherches, mais le vrai défi, c'est sur les villes existantes. Comment on peut les rendre adaptées. C'est pas seulement la question de les rendre plus efficaces, mais on a besoin d'innovation. On a vraiment besoin de solutions très importantes. Donc je vais aller au niveau macro. Donc on a parlé des ressources et la durabilité, la transformation en énergie et le changement climatique et le COP. Donc professeur, donc on va aller l'IA en tant que contrôle qui permet de réaliser le développement durable des Nations Unies de 2030. Comment l'IA, qui est nouveau et c'est récent, peut accélérer cette réalisation. Ce sont des possibilités importantes. Donc l'Académie HDMI, vous pouvez, j'ai déjà mentionné que nous avons des études. Donc on a des mises à jour des standards. Et aussi, on travaille sur les océans pour sortir le carbone. Mais le monde va trop vite. Vous devez aider la nature à se restaurer elle-même. Ce que j'ai vu sur la santé des océans, vous pouvez créer un jumeau numérique des océans. Si les gens ne voient pas les dommages et les efforts que nous faisons dans la restauration, nous ne croyons pas que ça arrive. On doit voir les océans dans un état de jumeaux. Vous pouvez contrôler tout ce qui ne va pas très bien. Donc vous pouvez apporter les corrections et pour arriver à avoir une meilleure santé pour les santé. C'est un grand exemple sur l'IA qui nous aide dans ce domaine. C'est important. Comment vous êtes tous mis d'accord? On a un écart, nous ne sommes pas arrivés, même si le IA rend les choses un peu plus faciles. Je vais revenir avant de passer par les défis. Donc je vais parler des opportunités. Donc, Madame Katharina, sur accélérer la transformation de l'énergie du secteur à travers des solutions innovantes. Comment vous voyez les IA sur les collections des données et avec l'industrie de l'énergie? Si vous avez un exemple, ce serait formidable. L'IA, il y a des opportunités, mais c'est aussi un défi. C'est pour l'énergie du futur. C'est une opportunité avec l'analyse des données. On peut avoir plus d'efficacité et la réduction des consommations pour l'électricité et dans les bâtiments. Et donc, vous savez très bien, récemment, nous avons trouvé que IA est un des plus grands consommateurs d'énergie dans le monde. Et
nous voyons donc une demande croissante pour l'énergie. C'est que je vois, par exemple, une opportunité formidable pour utiliser l'IA pour l'énergie, parce qu'à la fin, on vit dans un monde peut-être numérique. Et il y a des recherches dans les universités, mais ils ne doivent pas oublier, nous sommes dans un monde bipolaire et on a besoin de l'intelligence humaine. Il faudrait mettre un cadre pour faire que l'IA fonctionne. Et c'est la responsabilité des humains. Donc, ce sont les secteurs où je vois l'innovation. Donc, l'innovation en hardware et aussi insister sur l'intelligence humaine et aussi insister sur 3 trillions de dollars par an. Docteur Hasni, vous êtes dans l'énergie renouvelable et la durabilité. Comment on peut rendre cette équation faisable? Nous devons bien sûr contrôler les données et également où il y aura beaucoup. C'est important bien sûr et également ça prend beaucoup d'énergie bien sûr parce que nous donnons sur le footprint, l'empreinte du carbone. Quand vous créez votre modèle automatique des machines, donc vous devez moins d'opérations. Donc surtout qu'on a une demande en langue comme le chat GPT, ils ont des 100 milliards en énergie. Donc une des actions que nous encourageons dans l'université, donc on doit penser à tous les algorithmes que nous développons doivent être fonctionnels, mais en même temps nous explorons des options. Nous avons des centres de données. Nous sommes dans Masdar City où on a 10 mégawatts de panneaux solaires et c'est une énergie propre et donc nous pouvons réduire notre empreinte, mais en même temps comment on peut calculer le bénéfice environnemental et l'impact que nous faisons en opérant bien sûr des plans de panneaux solaires très larges. Nous travaillons bien avec Masdar qui opère maintenant l'une à Sweihan 2,8 gigawatts. C'est 80 kilomètres de panneaux solaires. Comment on peut collecter les données? Comment on peut les donner? Comment on peut travailler avec les données qu'on collecte pour avoir une maintenance prédictive et de collecter des informations thermales. Cette accumulation pour aider les opérateurs avoir une énergie de production plus efficace et réduire. Donc, ça doit être calculé dans l'empreinte de carbone. On peut utiliser sur la production de l'empreinte de carbone. Madame Katharina, est-ce que vous êtes convaincue, parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour utiliser, d'optimiser les façons, mais c'est bénéfique, n'est-ce pas? Personnellement, je pense qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Nous devons progresser et pour le faire, il faudrait penser de façon nouvelle. Bien sûr, j'entends beaucoup d'initiatives qui améliorent avec des modèles d'ordinateurs. Non. Monsieur Bahrache,
donc une innovation centrique. Vous parlez de comment concevoir ces villes autour des gens. Comment vous assurez que le développement durable peut être pour tous les besoins de la communauté? Je pense pour n'importe quel développement, quelle que soit l'échelle, si on parle de donc échelle giga, il faudrait voir les choses comme une petite région, district, donc quartier, parce que quand vous parlez d'une petite échelle, vous pouvez l'agrandir par la suite, et pas seulement un segment, donc avec une distance. Je peux arriver à un accès au parc, à mes services, juste par marché. Quand vous pensez de cette façon, soudainement, nos pensées changent complètement sur la façon qu'on conçoit les villes. Donc, ici, par exemple, donc, nous avons besoin d'un modèle. Quand on parle de centraliser sur les humains, toutes ces solutions donc parle de, je dirais, d'urbanisme écologique. L'écologie, on parle de beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si on parle de mitigation. Donc, on parle du terme mitigation. Nous avons besoin de revers. Et nous avons besoin de solutions plus audacieuses. Si on pense d'une façon holistique sur comment ça permet d'avoir beaucoup de résilience. Cette innovation et les outils d'innovation sont là, mais on ne les utilise pas. Je pense que les outils les plus innovants, ça commence commence par l'intelligence humaine. Donc, avec des pionniers, depuis des centenaires, on ne les a pas mis en pratique. Ce que je veux dire par là, ce sont des choses simples, comme la distribution des fonctions et l'orientation. Cela réduit la demande en énergie. Au lieu d'investir tellement d'argent en énergie, on peut réduire donc le montant d'énergie. Mais en fait, pourquoi on l'utilise pas de la façon avec laquelle on doit l'utiliser? Non, on l'utilise, mais pas tout, pas une grande aide. Donc il y a eu un manque de savoir. Je pense que les développeurs, donc ils voulaient donc construire rapidement. Donc il y a eu un sacrifice sur la façon de construire et aussi versus donc en comparaison avec la qualité de vie. Donc ils ont ignoré, je dirais, le style de vie, je dirais. Donc vous pensez que c'est facile et comment ça peut être implémenté? Je pense qu'il y a un écart, un manque en connaissance. Donc, on parle de technologie, on parle de panneaux solaires, de façon de recycler, et aussi de marketing pour tous ces outils et de les rendre pas très donc chers. Donc, parce qu'on parle d'argent, en fait, une partie du problème. Donc, le système était efficace. Donc ici, vous avez d'autres développements. Donc, quand vous commencez par lifestyle, donc le style de vie, c'est différent. Donc, professeur Walsh, vous avez vraiment une expérience en académie et en politique. Quelle est l'interaction entre l'IA et l'IH pour gérer les stratégies, spécialement les ODD pour l'énergie? Donc, en prenant la conversation sur qui est la science et les politiques
Et je pense, une des choses dont on a parlé à la conférence de l'UNESCO à côté, c'est je vais vous parler le Parlement en Grande-Bretagne. Donc, on a parlé de ce vote en Grande-Bretagne. Durant la législation, donc ils avaient leur réunion en 4 minutes. Pourquoi ils n'ont pas eu des informations sur l'éducation ou sur les données? Parce qu'il y a beaucoup de conseillers en politique et en cherchant sur Google pour faire un discours au lieu d'avoir les bonnes données et les bonnes sciences. Donc, on a besoin de ces points numériques qu'on a collectés par les sciences ou aussi des politiques et aussi de l'éducation. Cela, à ce moment, comment on peut passer des sciences vers les décideurs politiques et d'avoir un partenariat. Mais la première étape, c'est de ne pas s'attendre que la science va sauter dans le monde de la législation. Je pense que dans différentes plateformes, ça peut être vraiment très bien comme des conférences comme ce qu'on nous fait. Donc, par exemple, les politiciens ont des conseillers politiques. Donc, c'est comme de l'IA. Donc, il faut apporter l'information correcte et la science correcte aux décideurs politiques. C'est intéressant comment, dans chaque question, vous parlez de barrières, de défis, parce que on va en parler avec vous, bien sûr, avec Madame Katharina également. Que pensez-vous les barrières que vous avez observées au moins dans votre travail et comment les organisations comme la vôtre peuvent donc surmonter ces barrières et mettre en place les IA pour la durabilité. Donc un des grands défis pour le secteur de l'énergie, c'est que c'est vraiment régulé de façon très très chargée dans notre travail, dans les écoles. C'est très difficile d'expérimenter. Donc la vie dans le domaine de l'énergie, on ne peut pas avoir un blackout, c'est-à-dire une coupure d'électricité totale en utilisant de l'IA. Donc une façon de parler, par exemple, c'est sur les boîtes d'expérimentation avec les régulateurs d'utilité à travers le monde qui créent un environnement artificiel où les start-up, les entreprises et les gouvernements viennent ensemble pour expérimenter. C'est cela, bien sûr, donner une nouvelle... un essor au développement. L'IA génère bien sûr des données, mais il faudrait trouver les moyens de comment les mettre en pratique. C'est pour cela qu'on peut apporter toutes les parties et les mettre ensemble. Professeur Hosni, quels sont les plus grands défis pour mettre en place l'IA, l'environnement de l'IA pour la gestion des ressources? Je pense le défi, ce sont les données. Vous pouvez pas avoir de IA sans données. Et aussi, vous avez besoin de données de qualité également. Donc, vous devez vérifier la qualité parce que avoir des données de différentes sources. Vous devez, parce que nous sommes en train d'entraîner un système de prédire des scénarios. Donc, cela est très important d'avoir ces données. Comment on se concentre sur le secteur énergie? Les données sont donc très chères. C'est un marché très compétitif. Nous avons un projet pour estimer, pour mettre en place des données sur les panneaux solaires. Ces données sont très importantes parce que le marché est très compétitif. Nous devons prendre les mesures et de savoir que la région est optimale du point de vue de la communauté. Donc l'accès aux données sont un défi, mais bien sûr nous avons des ressources. Nous sommes Dieu merci dans ce pays et nous avons beaucoup de facilité et le calcul sont beaucoup plus faciles maintenant ici.
parfois aussi, si on veut une nouvelle technologie, il faut attendre donc accès bien sûr aux ressources donc informatiques et aussi aux bonnes données. C'est difficile. Donc vous avez commencé beaucoup de startups. Quelles sont les zones les plus critiques pour l'innovation urbaine? Nous avons 2 cycles pour les incubateurs. Nous avons vu tellement d'innovations en utilisant donc l'eau de mer pour créer de l'énergie. Et ça, c'est super, mais c'est pas encore mis à l'échelle avec des e-scooters qui sont sur l'eau, bien sûr, et tout ce qui est entre les deux. Nous avons tout vu, mais ce qu'on manque, c'est des solutions plus écologiques. Ce que je veux dire par là, donc l'eau, c'est un sujet très grand, mais comment être capable d'avoir assez d'eau pour la masse? Donc, on parle souvent de désalinisation du côté de l'énergie, bien sûr. C'est le grand écart dont je parle, mais également, il faut penser donc, solutions singulières, parce que l'innovation fait beaucoup de choses. Et donc, il y a des solutions multifonctionnelles. C'est le futur. Ça a à voir avec l'infrastructure. Par exemple, sur les routes, les métros, de passage entre le point A et B. Donc, c'est là où nous avons des écarts. Donc, je pensais, on parlait de cité urbaine, sur la conception de ça. Et vous avez parlé d'eau. Et bien sûr, l'eau est la commodité la plus importante pour les êtres humains. Et donc, monsieur docteur, donc je voudrais... Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle dans ce domaine est quelque chose de prometteur et nous donne les solutions pour combler le vide? Je pense que si nous pensons sur ce sujet, parce que l'eau ici vient des dessalement de l'eau et ça c'est de l'énergie. Donc, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle d'optimisateur pour sauvegarder de l'énergie parce que les panneaux solaires ont besoin de batteries pour leur donner de l'énergie. Si vous avez un excès d'énergie verte, vous pouvez l'utiliser et le stocker comme une source d'eau. Qui prend une partie importante dans notre système écologique. Donc, même à travers les nouvelles technologies et la combinaison des panneaux solaires et du dessalement de l'eau, je pense que l'intelligence artificielle a un rôle organisationnel et protectif pour utiliser l'intelligence artificielle à comprendre le système et prendre en considération les fluctuations de la demande pour optimiser la distribution de l'eau, spécialement dans la production de l'énergie et de l'eau. Si on parle aussi d'une gestion pertinente sans gaspillage. Professeur, donc, un sujet je prends à cœur, c'est l'éducation. Quel genre d'éducation dans le renforcement des capacités et de confiance dans l'innovation dans ce secteur? Je pense que quand on parle de partenariat, en particulier entre nous et le public,
Si vous voulez faire des affaires relatives aux produits de la nature, vous devez prendre en considération le partenariat entre les deux entités pour achever nos objectifs. Et je vais vous donner un exemple où 2 semaines auparavant, dans l'Arabie saoudite, où nous avons introduit ce sujet pour le futur. Dans la chaîne de distribution, nous trouvons que quelques gouvernances ont une compétition avec les organisations internationales et cette chaîne de distribution globale a un problème de communication. Donc, vous devez former les législateurs à travailler en coopération avec les autres entités. La coopération rend la chaîne de distribution plus effective. Donc, dans certaines législations, beaucoup de lois sont contradictoires avec ce que le gouvernement préconise. Donc, nous devons mettre toutes les parties prenantes ensemble et il va y avoir une confiance mutuelle et pour être juste et correct, nous devons que la progression des compétences entre cette intelligence artificielle et son utilisation, où nous nous devons concentrer dans le futur dans cette compréhension mutuelle entre les parties prenantes. Donc ça, c'est un niveau de décideur. Si on parle à un niveau d'éducation précoce, nous avons un partenariat avec l'UNESCO. Notre objectif des ODD 4.7 relatif à ce point est important et nous sommes dans un cas d'urgence où nous devons former tout le monde carrément. Et nous devons réapprendre à vivre avec la nature, respecter les gens et comprendre les cultures. Les éducateurs, les leaders doivent être coopératifs et nous allons parler de cette réévaluation et cette mise à jour et de revenir plus fort. Donc, cette coopération pour l'innovation de l'énergie, qu'est-ce qui a été prouvé comme technique effective dans ce sujet? Je pense qu'il est important si nous voulons intégrer l'innovation dans les grandes compagnies pour identifier les défis des startups, parce qu'au passé, il y avait une compétition et à l'intérieur de chaque organisation, le travail n'était pas bien fait. Et nous travaillons dans différents domaines et nous devons identifier les problèmes dans chaque domaine et ça peut être dans toutes les étapes, matériel, efficacité, éducation. Et après, nous allons vers la communication où nous demandons à ces gens de nous donner des nouvelles solutions pour aider les start-up. C'est le principe de l'accélérateur, donner des opportunités. Je pense que identifier les défis, résoudre les problèmes et essayer de mettre ça en pratique.
Est-ce que vous pensez que votre partenaire va être dans le cas échéant impliqué ou pas? Donc, c'est assez délicat comme question. Il y a moins à faire avec l'investissement. Nous avons beaucoup d'innovateurs qui ont des solutions qui vont nous aider à faire ces mises à jour. Et le problème est plusieurs de ces incubateurs ou ces accélérateurs ont des lacunes ici et là et ils ne présentent pas un pack complet. Les décideurs doivent avoir cette vision et nous ne pouvons pas commencer notre conduite et essayer d'être efficace sur le chemin. Donc, l'état d'esprit ne doit pas être radical, mais dans le sens où aider les décideurs dans la transition. Les accélérateurs du gouvernement de Dubaï, la fondation de Dubaï du futur et travaillent avec les autres organisations et Dubaï et leur donne opportunités de pilotage et nous avons beaucoup de startups qui viennent à Dubaï parce qu'ils peuvent s'autopiloter, si puis-je dire ça. Avec Mohammed Ben Zayed Université pour l'intelligence artificielle, où vous situez votre partenariat dans ce cas échéant? C'est très important d'avoir ce partenariat et ne pas prendre le train par derrière. Et c'est très important ce jumelage entre la recherche et le côté fondamental. Nous avons ce dialogue continu avec le gouvernement et comprendre l'écosystème pour aider notre communauté scientifique à améliorer ses recherches et essayer d'exploiter ça sur un niveau scientifique et de voir comment prendre parti tangiblement et voir le résultat. Nous avons un programme d'incubation très actif et pour que les recherches soient traduites en des entreprises réelles et pour transformer ce travail de recherche en quelque chose de pratique. Très important de garder ce dialogue entre l'écosystème industriel, les académiciens et les décideurs, parce que la technologie de l'intelligence artificielle, nous devons évaluer son impact sur les personnes. Monsieur Haraj, comment je sais que vous avez mentionné beaucoup de défis dans le processus, mais comment peut-on faire une astuce au futur pour le bénéfice de la durabilité? Je pense que nous devons arrêter de stéréotyper les cités et nous devons savoir que l'écosystème a un impact sur les cités et vice-versa. Nous devons nommer les cités comme des agences et là, nous allons avoir cette initiative de prendre les cités hors de leur rôle habituel pour pouvoir faire les analyses correctes. Et au-delà des cités, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous devons comprendre que tout est connecté et nous sommes en train de nous focaliser sur nos cités. Il y a beaucoup de choses que nous omettons de voir
et les autres choses nous devons prendre en considération. Avec l'émergence de cette intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que cela va donner un impact sur la durabilité de l'environnement? Je pense que l'innovation la plus importante pour l'intelligence artificielle est de trouver un chemin comment pouvons calculer la diminution de l'utilisation de l'énergie. Et nous devons avec cette solution dans le futur. Dr Hosni, les nouvelles tendances de l'intelligence artificielle dans la durabilité. Je pense que le modèle de langue est devenu un petit peu populaire, comme le ChatGPT et d'autres modèles. Je pense que ramener des experts quand on parle de l'intelligence humaine contre l'intelligence artificielle, donc et dans des exercices bien précis, nous ne pouvons pas faire la compétition avec les machines. Donc, par exemple, simuler les scénarios, l'intelligence artificielle peut simuler cela en quelques secondes. Donc, par exemple, nous pouvons doubler la taille d'un élément pour avoir les résultats calculés par l'intelligence artificielle. Et ce qui ne peut pas être fait si nous n'avons pas des capteurs précis pour combiner les données relatives au sujet. Nous sommes en train de parler de données en terabytes et ce système d'intégration, de fusion de données est assez important. Professeur, je veux finir avec vous. Comment on peut s'assurer du déploiement éthique dans l'intelligence artificielle, dans le projet de durabilité? Je pense que c'était une question délicate. Jeffrey Talk va être ici. Demain, il va parler de ce sujet. Et nous sommes en train de supplier les gens de se comprendre les uns les autres pour une meilleure coopération pour protéger l'environnement. Nous devons coopérer. Je pense que l'intelligence humaine doit interagir dans la question et nous devons programmer l'intelligence artificielle à un déploiement éthique et nous pouvons faire ce programme. Nous pouvons programmer l'intelligence artificielle à être gentil avec les personnes. Donc, quand on parle de repos, la première question qui nous vient à nos esprits, on peut les utiliser comme une armée. Je pense que dans un sommet de savoir, il est fondamental de parler de philosophie et d'éthique ensemble. Je voudrais parler d'éthique à la fin de cette session et je pense on peut programmer l'intelligence artificielle d'être gentil avec notre planète. Merci pour vos pensées inspirantes et merci à ceux qui nous avions écoutés après le déjeuner. Merci beaucoup et au revoir.